décret. Le président de la République a insisté sur la nécessité d'une transparence absolue quant à la gestion des sommes obtenues en soulignant l'obligation faite de publier la liste des donateurs et de faire un compte-rendu exhaustif des dépenses engagées. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi organique abrogeant et remplaçant la loi organique numéro 99/70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes, le projet de décret relatif au diplôme de licence, le projet de décret relatif au diplôme de master, le projet de décret relatif au diplôme de doctorat. Le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Monsieur Hassan Doy, matricule de solde, numéro 351 815 M, précédemment consul général du Sénégal à Madrid, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Dioncounda Traoré, président de la République du Mali, en remplacement de Monsieur Mankeur Ndiaye. Docteur Papa Amadou Diak, médecin spécialiste en santé publique, précédemment directeur de la santé, est nommé directeur général de la santé. Docteur Cheikh Ndiaye, chirurgien dentiste spécialiste en odontologie préventive et sociale, est nommé directeur général de l'action sociale. Docteur Bokar Mamadou Daf, médecin spécialiste en santé publique, précédemment chef de la division de la santé de la reproduction, est nommé directeur de la santé de la reproduction et de la survie de l'enfant. Monsieur Papa Amadou Diop, précédemment directeur de la pharmacie et des laboratoires, est nommé directeur de la pharmacie et du médicament. Professeur Ahmad Yanso, précédemment coordonnateur du réseau national de laboratoires, est nommé directeur des laboratoires. Docteur Amadou Djibril Ba, médecin spécialiste en santé publique, précédemment coordonnateur de la cellule d'appui et de suivi du plan national de développement sanitaire, est nommé directeur de la planification, de la recherche et des statistiques. Madame Maïmouna Régine Diop Diouf, précédemment directeur de l'hôpital d'enfants Albert Royer, est nommé directeur des établissements de santé en remplacement de Monsieur Amadou Sow, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Docteur Elhaji Mamadou Ndiaye, médecin spécialiste en santé publique, précédemment chef de la division de l'immunisation, est nommé directeur de la prévention. Madame Awa Ndiaye Diouf, ingénieure diplômée en gestion des services de santé, précédemment directeur des équipements et de la maintenance, est nommée directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance. Docteur Idrissa Talla, médecin spécialiste en santé publique, précédemment chef de la division de la lutte contre la maladie, est nommé directeur de la lutte contre la maladie. Et enfin, Madame Cécile Mbang, ingénieure en système de formation, matricule de solde numéro 381 888 L, titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en ingénierie et gestion des systèmes de formation, est nommé directeur de l'apprentissage au ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Emploi, communiqué signé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, porte-parole du gouvernement, Serigne Mbaye Thiam. Et communiqué lu par Cheikh Bamba Gueye. La suite de l'actualité, l'option prise par le président de la République Macky Sall d'introduire l'énergie solaire dans la consommation énergétique de notre pays se précise de jour en jour. Une délégation du ministère de l'Énergie et des Mines vient de séjourner à New Jersey aux États-Unis pour visiter des installations solaires que la société américaine Green Energy Africa propose à notre pays. La délégation a été conduite par Arono Koumba-Ndofène Diouf, ministre conseiller auprès du président de la République, Alassane Bengalou. Cette visite d'installation solaire à New Jersey est le prolongement des négociations qui ont eu lieu à Dakar entre la société Green Energy Africa et le ministère de l'Énergie et des Mines. La délégation sénégalaise est dirigée par le ministre conseiller Arono Koumba-Ndofène Diouf, qui représentait le ministre Ali Ngouille Ndiaye en charge du secteur. Green Energy Africa, en relation avec Petra Solar, une société d'ingénierie américaine, propose un vaste programme d'énergie solaire au Sénégal. Le projet en toit, un poteau, un panneau aujourd'hui va permettre de reverser 20 mégawatts d'électricité dans le réseau de la Sénélec. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est utiliser les 71 000 poteaux qui sont sur l'ensemble du territoire, les identifier, les répertorier, leur donner des coordonnées GIS et pouvoir donner l'opportunité à la Sénélec de contrôler et de monitorer tout ce qui se fera sur le réseau basse tension et le réseau de distribution.
Pour le projet Un toit, un panneau, on veut donner l'opportunité à tous les Sénégalais d'avoir l'opportunité d'avoir un système avec batterie backup dans leur maison. Ce que la délégation sénégalaise a vu et apprécié ici à New Jersey conforte l'option du chef de l'État Macky Sall en faveur de l'énergie solaire. Dans le programme du président de la République, Yoonu Yokkute, il était question de faire du mix énergie, c'est-à-dire nous ne devrions pas, en tant que pays non producteur de pétrole, nous limiter simplement aux fossiles fuels. Parce que si l'État de New Jersey, qui n'a que 4 heures de soleil par jour, peut produire environ 40 mégawatts pour au moins compenser le déficit énergétique, nous qui avons plus de 10 heures à 12 heures selon les saisons de soleil, je pense que si nous utilisons la même technologie, nous pouvons apporter une solution définitive et durable à notre problème d'énergie au Sénégal. Les négociations entre Green Energy Africa et le ministère de l'Énergie et des Mines vont se poursuivre, mais avec cette fois des éléments d'appréciation nouveaux qui seront déterminants dans la décision finale. Sur l'international jour en Libye, l'ancien chef du renseignement du régime de Kadhafi extradé vers Tripoli, Senoussi donc beau-frère et frère et fidèle donc de Kadhafi, était emprisonné en Mauritanie depuis 6 mois. Il sera interrogé sur de nombreux crimes commis sous Kadhafi. Dans ce nuage de poussière, l'hélicoptère qui ramène sur le sol libyen Abdullah al-Senoussi. L'ancien chef du renseignement de Kadhafi descend, le sourire aux lèvres. Emprisonné en Mauritanie depuis 6 mois, il vient tout juste d'être extradé vers la Libye qui compte le juger pour crimes contre l'humanité. Le chef d'état-major de l'armée libyenne s'est rendu en Mauritanie pour escorter le fugitif. Il a réagi normalement, son état de santé est excellent et il est serein, car il sait qu'il va être défendu par un avocat, parce que nous sommes un État de droit et nous respectons les droits de l'homme. Beau-frère et fidèle de Kadhafi, Senoussi, 62 ans, est arrêté en mars dernier à l'aéroport de Nouakchott en Mauritanie. Il vient de quitter Casablanca sur un vol muni d'un faux passeport malien. Outre la répression de la révolte libyenne déclenchée en février 2011, Tripoli l'accuse d'avoir commandité le massacre de la prison d'Abu Salim en 1996. 1200 prisonniers avaient été tués dans une fusillade. Il sera interrogé sur les nombreux crimes commis du temps de Kadhafi, des crimes que le Conseil de transition n'a pas encore pu traiter. On aurait souhaité qu'il le fasse venir devant le peuple libyen et qu'il soit exécuté immédiatement. Il ne mérite pas de procès. Il devrait pourtant bien y avoir un procès en Libye, et ce même si Senoussi fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. La Libye a l'obligation de le remettre sans délai à La Haye, comme elle aurait dû remettre Seif al-Islam, l'un des fils de Kadhafi arrêté en novembre 2011. À Ouagadougou, au Burkina Faso, plus d'une trentaine de ministres ayant en charge l'éducation et la formation professionnelle des pays et États membres de la CONFEMEN, conférence des pays ayant le français en partage, réfléchissent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Les travaux ouverts le 4 septembre dernier se poursuivent jusqu'au 7 en marge de ces assises. Une délégation de la CONFEMEN a été reçue par le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Compte rendu signé Massamba Thian. Plus d'une quarantaine de délégations conduites par des ministres ayant en charge l'éducation et la formation venus de pays et États membres de la CONFEMEN ont participé à ces assises sur le thème « Quelles compétences professionnelles et techniques pour une meilleure insertion socio-économique des jeunes ?» Un thème qui, pour le ministre de l'Éducation du Sénégal, par ailleurs président en exercice de la CONFEMEN, est pertinent dans un contexte mondial où l'insertion socio-économique des jeunes devient un levier capital pour une économie dynamique. Ce thème, dis-je, est non seulement d'actualité, mais aussi et surtout d'espoir pour des millions de jeunes dans nos pays respectifs, surtout en ce temps-ci où nos économies sont confrontées à de graves crises.
Au cours de ces assises, le Premier ministre du Faso, dans son adresse, a invité experts et autorités à réfléchir sur les voies et moyens pour développer les compétences professionnelles et assurer une formation de qualité pour tous les jeunes. Il incombe aux décideurs et aux différents responsables de l'enseignement et de la formation d'opérer les changements utiles pour répondre aux réalités et aux exigences du marché du travail. En marge de ces assises de Ouagadougou, une délégation de la Confémen a été reçue en audience par le président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré. Le président nous a dit qu'il est temps de passer de la théorie à la pratique. Je pense que nous en sommes conscients et nous ferons en sorte que la Confémen encadre la conclusion de ces assises-là et qu'au niveau de la francophonie, en relation avec l'OIF, la Confémen puisse travailler dans ce sens. Nous l'avons remercié de l'engagement du Premier ministre et du gouvernement pour la réussite de ces assises. Son Excellence, le président du Faso, un acteur très engagé de la francophonie, a promis de porter le plaidoyer pour l'appui aux initiatives de la Confémen au prochain sommet de la francophonie prévu à Kinshasa en octobre 2012. Retour sur la feuille d'audience du chef de l'État. Le président de la République a reçu en début de soirée l'ambassadeur de l'Inde à Dakar. Les deux hommes ont parlé de la coopération entre les deux pays. Les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'électricité seront renforcés. Nous écoutons son Excellence Nagasha Rao Partazara. À sa sortie d'audience, il est interrogé par Khadikan. We came here to discuss the future of India-Sénégal cooperation. Il était là aujourd'hui dans le domaine de la coopération entre le Sénégal et l'Inde, de la coopération future du Sénégal et de l'Inde, et que ça a été vraiment une visite fructueuse parce qu'ils ont parlé non seulement du développement, mais dans beaucoup d'autres termes, dans le futur entre l'Inde et le Sénégal. Ils ont parlé entre autres de discussions pour la coopération entre l'Inde et le Sénégal, de l'agriculture, de l'électrification dans le domaine du rural. Ils ont parlé aussi de la pêche, de l'éducation, des inondations. Au fait, toutes ces choses-là couvrent entre autres la coopération entre l'Inde et le Sénégal. It covers the entire gamut of relations and areas for focus between the two countries. L'ambassadeur d'Inde au Palais de la République, patriotisme économique international et bonne gouvernance, le thème a réuni le Conseil national du patronat et d'autres acteurs du développement. Dans le panel, plusieurs handicaps ont été relevés qui entravent la promotion de l'entrepreneuriat au Sénégal. Il a été aussi question des conditions d'octroi des marchés publics tchadiens. La thématique promotion de la croissance économique nécessite la concertation de tous les acteurs du secteur. C'est ainsi que le Conseil national du patronat a convié autour d'une table membres et partenaires. De parler de patriotisme économique, ce n'est pas opposer l'investissement direct étranger à l'investissement national. Un code des investissements discriminatoire, le CNP n'en veut pas. Notre action quotidienne est de toujours défendre ainsi que promouvoir l'entreprise de droit sénégalais créatrice de richesses et d'emplois productifs. Que dit le Conseil national du patronat? Parler de patriotisme économique, c'est par contre rappeler que la mondialisation, c'est le combat de boxe inégal entre des poids lourds et des poids plumes. Depuis 1960 jusqu'à présent, nous avons un État sous-développé qui dépend beaucoup plus de l'extérieur, inefficace dans la gestion publique, centré autour d'un chef que l'on appelle chef de l'État, qui détermine toute la politique de la nation. Pour atteindre la souveraineté économique dans un pays, il faut remplir certaines conditions, entre autres conditions la transparence, la bonne gouvernance et le respect des lois et règlements établis. Je peux vous assurer que souvent le niveau de prestation est terriblement décevant. Évidemment, on pourrait se demander pourquoi. Et lorsqu'on creuse, évidemment, on a des pratiques qui n'ont rien à voir avec le patriotisme national. En réalité, le seul patriotisme qui vaille la peine de se battre, c'est celui qui rencontre l'intérêt de nos concitoyens et l'intérêt des Sénégalais. Le premier niveau est un respect d'un certain nombre de règles de transparence. Le deuxième niveau
et la fidélité à des normes valables pour tous. Et le troisième niveau, le respect scrupuleux des divers mécanismes de contrôle, des procédures idoines et de reddition des comptes. Les partenaires préconisent le renforcement du partenariat tripartite État, entreprises nationales et travailleurs. Ils demandent à l'État de privilégier les entreprises nationales dans l'octroi des marchés publics tout en veillant sur la qualité des produits échangés sur le marché national. Le Sénégal a obtenu le prix d'or dans la catégorie meilleur développement du thème à l'occasion de l'exposition internationale de Yéhoussou. La gestion durable des côtes et des océans donc a été retenue pour ce rendez-vous mondial. L'exposition s'est déroulée du 12 mai au 12 août en Corée du Nord. Ndeye Aïda. Ce trophée engage le Sénégal sur une question cruciale, la préservation des ressources halieutiques. À l'occasion de l'exposition internationale de Yéhoussou, le pays a été distingué pour la qualité de sa présentation relative à la gestion durable des côtes et des océans. Cette distinction honore le Sénégal car la compétition était ouverte à 157 participants venus du monde entier. Si le Sénégal arrive à décrocher la médaille d'or, vraiment, on ne peut pas être plus honoré. L'exposition a permis au Sénégal de se faire connaître et les artisans en ont profité pour réaliser de belles affaires. Les entrepreneurs ont aussi pris conscience des opportunités à saisir sur le marché coréen. Le marché coréen a un très grand besoin sur les produits de la mer. Aujourd'hui, les Coréens importent des mangues venant de Malaisie, alors que le Sénégal produit plus de 180 000 tonnes de mangues, donc c'est également un marché extrêmement intéressant. C'est un produit simple que nous connaissons au Sénégal, c'est le sel. Le sel que vous avez dans les salins du Sine, que vous avez également ici à Dakar. Le sel est un produit très prisé également sur le marché coréen. C'est également les produits d'acajou, ce qu'on appelle au Sénégal l'embarras, qui est également extrêmement demandé. Nous avons signé d'importants protocoles d'accord avec la COIMA, l'agence coréenne chargée des importations, qui, je le rappelle, importe plus de 500 milliards de dollars chaque année. Et vous savez que le Sénégal n'exporte vers la Corée que 2 milliards de francs CFA. Donc il y a une marge très importante que le Sénégal peut faire sur le marché coréen. Il est donc question d'équilibrer les échanges commerciaux entre les deux pays. Il va falloir diversifier les produits à exporter. Et c'est pour cela qu'au niveau du Sénégal, nous sommes en train de rechercher des débouchés pour pouvoir diversifier les produits à exporter. La Corée du Sud est un bel exemple pour le Sénégal, parti de rien. Elle est devenue une grande puissance économique. C'est pourquoi les autorités plaident pour le développement des exportations sénégalaises. La semaine nationale de l'alphabétisation sera célébrée du 8 au 14 septembre sur l'étendue du territoire national. Le thème de la 37e édition est cultiver la paix. Le comité d'organisation était face à la presse. Compte rendu Elhadji Ndiaye. 57% des Sénégalais sont analphabètes selon une étude du ministère de l'Éducation nationale. Une situation qui ne favorise pas malheureusement un développement durable. Pour éradiquer ce fléau, la tutelle s'engage tout au long de la semaine nationale de l'alphabétisation à sensibiliser ses acteurs et partenaires sur les défis et enjeux de l'alphabétisation. L'objectif essentiel visé cette année est de faire le bilan des réalisations, de partager la vision de la communauté internationale et les nouvelles orientations du système éducatif en matière d'éducation de base des jeunes et des adultes analphabètes, de mener un fort plaidoyer pour une prise en charge correcte du sous-secteur. L'alphabétisation permet entre autres à chaque individu de développer son potentiel et de participer activement à l'édification d'une société plus juste et plus pacifique. En choisissant cette année Serigne Mamor Mbacké comme parrain de la 37e semaine nationale de l'alphabétisation, la communauté éducative du Sénégal a voulu rendre hommage à un infatigable défenseur de l'éducation, un ambassadeur de la paix et du dialogue entre les peuples. Du 8 au 14 septembre 2012, plusieurs activités seront organisées sur toute l'étendue du territoire national. Le panel sur l'alphabétisation et décentralisation, rôle et responsabilité des élus locaux, sera sans doute la journée phare de la 37e semaine nationale de l'alphabétisation.
Un atelier sur la productivité agricole, c'est une initiative du Conseil ouest-africain pour la recherche et le développement agricole. 80 participants réfléchissent sur les voies et moyens d'éliminer la faim et la pauvreté à travers des systèmes agricoles performants. Fantabachi.